Eh les gars, oui, j'ai une blague. Vous savez comment Batman il accroche sa déco dans la Batcave? Non. Avec du scotch double face. Attends. Vous saviez que Predator, il avait mauvaise alien? Attends. Vous savez pourquoi Thor reste jamais longtemps aux soirées? Parce qu'il en a marteau. Bonjour et soyez les bienvenus dans ce 64e épisode de Comics et Outcast. Toutes les 2 semaines sur Radio Kawa, nous partons sur la planète comics, là où il fait franchement plus chaud, et on espère vous emmener avec nous dans nos aventures. Eric dans le cockpit, ravi de vous retrouver comme à chaque épisode avec mon copilote Adrien aux commandes de la réalisation. Cette semaine, 3 chroniqueurs autour des micros du déjà mythique studio de la buanderie. Ben, Salut. comment ça va? Bah écoute, ça va méga bien. Qu'est-ce que tu lis? Même si je pense que je peux deviner. Mais Vas-y. Mike Mignola? J'ai failli dire Marc. Putain. Oh là là. Marc Mignola, Absolument, je continue mon Marc Mignolaton. J'en suis à BPRD. Voilà. T'en as encore pour longtemps, tu penses ou... Ah bah oui, parce que BPRD, gros morceau, il y a 3 omnibus, ensuite il y a la librairie édition 5, ensuite il y a Weird Tales, ensuite il y a Witchfinder, et enfin bon voilà, il y en a plein. Mais je vous tiendrai au courant régulièrement, dites-moi si vous en avez marre. Un sacré morceau. Ensuite, on a Zef avec nous. Salut, Comment ça va? ça va et toi Eric? Bien, merci. Qu'est-ce que tu lis en ce moment? Là, j'ai comment dire non, en vrai, je lis quoi? Non, j'ai absolument pas préparé. Qu'est-ce que je lis? Je lis Thor, mais les Mighty Thor. Mais on va expliquer Bien, après. bien. Et toi, tu lis quoi en ce moment, toi? Là, j'ai commencé le run qui vient de commencer IVX, donc Inhuman vs X-Men. Ouais. Et j'ai essayé de rattraper mon retard sur Death of X et tout ça, donc voilà. Ça, On en parlera bientôt. je pense. Dans quelques semaines, si je me trompe pas. Et 3e chroniqueur, c'est Quetrus. Salut. Comment ça va? Et bah ça va. Toi, t'as des lectures sous la couette? Ouais, je vais commencer Kill or Be Killed prochainement, que je vais rattraper mon retard. Et je lis les torts que m'a filé Nekoto, et il m'a dit c'est mortel, faut que tu lises ça, c'est génial. Et ceux de Jason Aaron, j'imagine. Exactement. Au programme, Quelques justement. autres, Au programme de cette semaine, des choses toujours aussi sympathiques. Dans les revues, on part à la chasse au marteau dans Unworthy Thor. Dans All Star Batman, on va explorer la bromance qui unit Bruce Wayne et Harvey Dent. Et on joue à C'est qui le plus fort dans le triple crossover Predator vs Judge Dredd vs Aliens. Bah, c'est Predator. C'est ça, on sait pas encore. Non. Dans la 2e partie de l'émission, le focus de cette semaine est consacré à une publication française. Il s'agit de Doggy Bags, et on se quittera sur une tranche de news préparée par mes petits chroniqueurs. Vous en avez l'habitude maintenant. Pour donner votre avis sur les titres évoqués, nous recommander des lectures ou juste dire bonjour, direction les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram. Vous connaissez. Sans plus tarder, on va commencer. Comics Outcast numéro 64, c'est parti. Première partie de l'émission, ce sont les revues. Les revues, qu'est-ce que c'est? Eh bien, nous choisissons 3 comics dans les publications récentes, dans une grande variété d'éditeurs, vous commencez à les connaître. Nous les lisons chacun dans notre coin et on en discute ici pour la première fois. Le premier comics dont on va parler, c'est Ben qui l'a choisi. Il s'agit de Unworthy Thor. On a parlé de Jason Aaron un peu plus tôt dans l'émission. Même Qu'est-ce que l'émission tu... dernière où c'était mon auteur préféré. Et En fait, comment ouais. se lit ce comics Alors, par rapport aux autres? En fait, Jason Aaron, il s'occupe de Thor depuis 2012 avec God of Thunder, qui ne fait pas partie du gros blog dont je vais vous parler. Ouais. En fait, il a vraiment commencé à tout changer quand il a dit venez, je vais changer le sexe du personnage de Thor et ça sera plus le Thor qu'on connaît, ça sera toujours le même rôle. Ouais, voilà, exactement, le même rôle, mais ça dans sera un pas autre, la même oui. personne qui maniera le marteau. D'accord. En gros, suite à Original Sin où Nick Fury lui a chuchoté un truc et d'un coup il est devenu déméritant, je sais pas quelle est la traduction mais littéral c'est ça, unworthy quoi. Il peut plus soulever son marteau, mais quelqu'un d'autre l'a fait, c'était un personnage féminin. Et donc lui, le personnage féminin qu'on peut suivre dans Mighty Thor, t'en as parlé dans l'intro. Justement. Du coup, vu que ce n'est plus lui le Thor, il s'appelle maintenant Odinson, donc fils d'Odin. Et en fait, il est un petit peu désabusé, il est un peu à la
à la recherche de qui il est, etc. En fait, on le voit dans Mighty Thor, on le voit de temps en temps et tout, il participe à l'action, etc. Mais on sait pas trop ce qu'il va devenir. C'est un personnage, ça devient limite un personnage secondaire. Voilà, exactement. Et donc du coup, Jason Aaron, il s'est dit, bah j'ai envie de parler de ce personnage-là, et donc il fait une mini-série en 5 issues, donc qui s'appelle Unworthy Thor, pardon. 3 sont sortis pour l'instant, et donc on va suivre un peu la quête de Odinson. Déjà premièrement pour un peu trouver sa place dans tout ce nouveau truc, ce nouveau Thor, etc. Pour savoir pourquoi il est pas méritant. On sait toujours pas ce qu'il a entendu, ce qu'on lui a chuchoté. Nous on le sait pas, lui il le sait, mais ça commence à faire longtemps là. Voilà, c'est ça. Beaucoup de gens espèrent qu'on aura la réponse dans cette mini-série. Je sais pas si c'est le cas, il reste 2 issues, donc peut-être. En tout cas, voilà, il cherche qui il est, il cherche pourquoi il est déméritant. Est-ce qu'un jour il pourra redevenir le prince d'Asgard comme il, enfin. Reprendre son c'est l'aide de noblesse un ouais. peu, exactement. Et donc il part un peu à l'aventure, un peu partout dans l'espace. Il va avec son pote Beta Ray Bill, je sais pas si ça vous dit quelque chose. En gros, en substance, c'est un autre Thor avec une tête de cheval. C'est vraiment pour synthétiser. Le cheval très malade. En gros, il a les mêmes, très il a les mêmes pouvoirs que Thor. Il a un autre marteau fait par Odin, etc. Donc c'est un peu un Thor bis, quoi. De Secret Wars. Je sais pas. L'original. Ça, je pense. Ah, l'original peut-être, ouais. Donc voilà. Donc en gros, avec son pote, c'est un peu un compagnon de route. Voilà, il va partir un peu dans une quête initiatique comme ça. Et au détour d'une rencontre avec un personnage tout à fait mystérieux dont je ne connais pas le nom et je vous en dis pas plus, il va apprendre qu'en fait, il existe un autre marteau. Alors, je pense que tu peux lire ça sans avoir vu, sans vous avoir lu aucune série, mais juste pour l'origine du marteau, en fait, c'est le marteau de Ultimate Thor qui n'existe plus, puisqu'après Secret Wars tout a fusionné, mais le marteau a survécu. Et donc voilà, donc bon, Thor le sait pas forcément. C'est ce monde parallèle justement qui dans Secret Wars de 2016 a disparu, comme tu dis. Exactement, ça a fusionné, voilà. Et donc en gros, ce marteau existe, et donc il se dit peut-être que je vais pouvoir regagner mes pouvoirs si je suis méritant de ce marteau-là. Donc il part à sa recherche. Il va rencontrer un méchant, puis un très gros méchant. Voilà, je vous en dis pas plus parce que c'est assez intéressant. Ce qui est vraiment cool dans cette série, c'est déjà, personnellement, moi qui ai lu tous les autres trucs de Thor, Mighty Thor, Thors, etc., j'avais envie un peu qu'on se centre sur ce personnage-là. On en avait un peu parlé avec Zef quand on parlait du Best of 2016. Ce qui est intéressant dans cette série, c'est que voilà, c'est un perso qui est censé être indestructible, qui est censé être le plus beau, le plus fort, le plus riche, enfin tout ce que tu veux. Et en fait, il est descendu de son piédestal. On va pas dire qu'il est moins que rien, mais en tout cas, il a perdu tout ce qui faisait de lui quelqu'un de. Il fait un très long très long bad trip là. Voilà. En gros, c'est de remise en question. Techniquement, c'est toujours un dieu parce qu'il a toujours des pouvoirs, c'est toujours le fils d'Odin, etc. et machin. Mais il est vraiment descendu tout en bas et donc du coup ça le rend un peu humble, ça lui fait se poser des questions sur lui, sur son père, sur Asgard, sur sa mission, etc. Donc c'est vraiment un truc, c'est une quête personnelle, mais il n'y a pas que du drama dans ce truc, il y a aussi de l'action, beaucoup d'action, et c'est servi par Olivier Coipel qui Cocorico dessine vraiment très très bien. Moi je le connaissais peu, je connaissais son nom, j'avais vu sur Pinterest et tout, sur Tumblr des dessins de lui, mais j'avais jamais lu de run dessiné par lui. Et en fait, je trouve qu'il vraiment il a donné un autre visage à Thor, et ce qui est plutôt pas mal, puisque du coup on est censé voir Thor avec un autre œil, Odinson pardon, avec un autre œil dans cette aventure. C'est bien de lui avoir donné une autre gueule. Il a vraiment un physique différent. Tu sais, normalement Thor c'est un mec, c'est un Apollon. Tu vois, c'est le blond avec le visage hyper propre. Je te laisse finir ton truc. Non, mais ce que je veux dire, c'est que vachement lumineux. Voilà, exactement, très bien, merci Zef. Vachement lumineux. Et là, en fait, il lui donne un côté un peu défoncé, un côté quelqu'un qui a vécu, tu vois, épuisé. Voilà, il y a des passages du truc où il se fait défoncer par plein de gars et tout. Il se bat et tu vois qu'il a souffert. Il a un nez vraiment, il est cabossé. Enfin, il a une gueule de boxeur en fait. Et je trouve ça vraiment très bien. Et donc voilà, Olivier Coipel qui fait des super planches. J'aime vraiment beaucoup comment il gère les ombres tout en crayonné. Enfin, c'est très très beau. Et donc voilà, donc c'est en 5 issues, je l'ai dit, j'attends les 2 autres avec impatience. J'espère qu'après il continuera peut-être soit à réintégrer Odinson dans la série ongoing de Thor ou pas, mais en tout cas là où c'est intéressant au-delà du truc en lui-même, c'est que vu que c'est Jason Aaron qui chapeaute le tout, tu peux te dire qu'il sait où il va, il a la big picture comme on dit. Il y a une cohérence. Et il y a une cohérence et je pense qu'il sait quoi faire avec quel perso et quel impact ça a sur les autres séries, etc. Sur tout l'univers de Thor. Est-ce que parce que ça fait quand même depuis 2012, donc ça fait bientôt 5 ans que ça dure, cette histoire de Thor, menée par Jason Aaron, est-ce qu'on peut dire que maintenant, avec toutes les séries qui ont existé et tous les événements, qu'il y a un Thorverse? Oui et non, parce que il a plus ou moins existé toujours. En fait. Ouais, puis même, tu vois, là, on va parler de Batman tout à l'heure. Batman, c'est encore pire. Il y a encore plus de. Non, mais on parlera pas de Batman tout à l'heure. Ah bon, pas. Non, mais voilà.
Je sais pas, tu peux. Alors, un Aaron. Rick Remender Non, mais un Aaronverse, si tu veux, dans ces cas-là, le Thor. Ouais. Parce que, à part, je crois pas qu'il y ait d'autres séries Thor faites par quelqu'un d'autre que Jason Aaron en ce moment. Pas en ce moment, non. Et voilà, et tu vois, en plus, là, il a chopé un mec comme Olivier Coipel qui dessine hyper bien, mais qui a déjà bossé sur Thor, donc il connaît le personnage, etc. C'est un de ses personnages favoris, etc. Donc je pense qu'il s'est vraiment. Enfin, pour moi, il s'est approprié le personnage. Et effectivement, en ce moment, Thor égale Jason Aaron, ouais. Je te demande pas si tu continues. Et si, bien évidemment. Zev, toi, est-ce que ton avis est aussi positif Spoilé depuis l'émission précédente, hein, genre, on en avait déjà parlé. Pour moi, c'était un des meilleurs nouveaux comics 2016. Donc oui, c'est une vraie tuerie. Je rebondis sur ce qu'il disait Nekoto au niveau des dessins. En fait, effectivement, le Odinson là, pour moi, il a vraiment l'air d'un ivrogne en fait. C'est vraiment t'as l'impression que c'est un clodo. Il est sale sur lui, il est très tiré. T'as l'impression qu'il boit de l'alcool, qu'il a les yeux pochés. Il devient c'est fou. vraiment horrible. Et pourtant, genre, quand il commence à tabasser, il est toujours aussi bon, quoi. Et t'as vraiment les dessins sont fantastiques. T'as une gouache de ouf, t'as une violence phénoménale dans chaque coup. C'est vraiment un plaisir à voir. Et l'histoire, quand elle tombe dans le drama, alors je mets le drama avec des guillemets parce que c'est pas non plus à tirer des larmes, mais genre, c'est très bien écrit en fait. Et ça te prend à la gorge de bout en bout. Et putain, j'attendais tellement cette série, je suis tellement fan aujourd'hui que j'ai envie que ça continue après le 5e, qu'il fasse d'autres arcs derrière, quoi. Et toi, Kutrus, pareil, emballé? Ouais, complètement. Ouais. Tu sais, c'est le genre de série où au bout de la 3e page, t'es complètement fan. Tu fais, waouh, c'est quoi ce truc? C'est génial. Et t'as envie de continuer. Et ouais, après les 3 issues, t'as vraiment envie de lire le 4 et le 5. Et pareil, moi ce Thor-là, en fait, il me fait penser vraiment à un vrai Viking. Et de ce que tu retrouves dans les combats qu'il y a au tout début, ça fait pas Heroic Fantasy, mais ça fait vraiment un geste, tu vois, mythologique d'un guerrier seul, tu vois, qui se bat presque comme un homme, quoi. Ouais, en plus, pour ceux qui ont vu God of Thunder, dans lequel, donc c'est bien avant, hein, c'est Jason Aaron tout début en 2012, dans lequel on voit Thor à plusieurs époques de sa vie. Quand il avait pas encore Mjolnir, il avait sa hache, et là il l'a en fait, puisqu'il a plus de marteau. Et du coup, effectivement, ça ramène au côté viking, donc Etrus parle, où c'est vraiment le mec, c'est une bête de guerre, quoi. Il se bat, il repose pas tout sur son marteau comme il peut le faire parfois. Effectivement, dans la série de 2012, quand on voit sa jeunesse, donc c'est sur 3 époques, le présent, le passé et le futur, dans sa jeunesse, où il allait justement dans le nord de l'Europe pour justement ravager des villages, défoncer des monstres et justement un viking, quoi. Être illustrer vraiment le propos du personnage. Tout ce qu'a écrit Jason Aaron, faut absolument lire sur Thor. Absolument. C'est excellent. C'est vraiment bon et en plus c'est facile à lire, c'est agréable à regarder, donc allez-y, jetez-vous dessus. Je pense que vous êtes tous les 3 d'accord. Adrien? Est-ce qu'on peut dire que là en ce moment un petit peu la chanson préférée de Thor, ce serait Si j'avais un marteau? Ah ouais. Ouais. Alors, elle est dans ma tête depuis le début. Oh oui. J'ai hésité, je me suis dit, et en fait, j'ai pas faite. Mais merci Adrien. Et je pense que si c'est toi qui l'avais faite, elle aurait peut-être pas été. Mais c'est ce que je pensais, c'est pour ça que je l'ai pas dit. La version de Claude François ou la version de Michel Thor? C'est une excellente, très mauvaise transition pour le comics suivant. C'est Zef qui va nous parler de All Star Batman, donc écrit par. Alors, je vais lire ma fiche que Eric m'a donnée, parce qu'il crée le conducteur très très bien à chaque épisode. Donc je vais lire la revue numéro 2 présentée par Zef, All Star Batman, écriture par Rick Remender, illustration par Jérôme Opeña. Alors j'ai fait une Xbox parce que j'ai pas lu ça du tout. Moi j'ai lu All Star Batman par Snyder et Romita Jr. Donc je sais pas. C'était bien mon intention. Sois-en sûr. Merci. Donc oui, All Star Batman, donc qui en est aujourd'hui à sa 6e issue. On a fini le premier arc sur les 5 premiers. Le premier arc qui se concentre donc sur Two-Face, Double Face, Scotch, tout ça. Et le deuxième arc qui va se concentrer sur Mr. Freeze, Glace, tout ça. Et je vais arrêter là. Bon voilà. Donc que dire sur cette série? Donc Snyder, on en avait beaucoup parlé dans l'épisode 52 puisqu'on avait parlé du New 52, donc du Batman-verse dont il s'occupait à l'époque et qui continue aujourd'hui avec All Star Batman. Romita Jr., pour ceux qui le remettent pas, c'est le mec qui a dessiné Kick-Ass en l'occurrence, qui est aussi une très très grosse série. C'est un dessinateur qui tabasse vraiment, dans tous les sens du terme, parce que tout ce qu'il fait en termes de violence et de combat, c'est vraiment beau, c'est vraiment visuellement très violent.
Il fait des personnages un peu tassés. En fait, je les vois toujours comme des espèces de Wolverine, en fait, un peu tassés, un peu bruts, un peu épais, avec des mains gigantesques. Quand il donne des coups, on voit vraiment les coups partir, on voit les poings s'écraser sur les visages. Le sang ressemble à de la viscère. Enfin, c'est vraiment très dégueu. Donc, il faut quand même avoir un petit peu les boyaux accrochés pour lire ça, pour regarder en tout cas. Et donc dans All Star Batman, le couple infernal Snyder-Romita parle donc d'un espèce de road trip de Batman et de Harvey Dent, double face, qui vont faire 459 miles pour essayer de sauver Harvey Dent de lui-même, donc de son alter ego, le double face. En fait, tout commence quand double face en fait balance une espèce d'émission télé, bref, un truc qui hack toute la TV de Gotham, et il dit voilà, Double Face en fait dans le Batmanverse, c'est un mec qui a des informations sur tout et tout le monde. C'est-à-dire qu'il connaît tous les dark secrets de tout le monde, tout ce qui peut traîner, tous les squelettes dans le placard du monde. En fait, c'est surtout à cause de son rôle de je sais pas comment on dit en français, district attorney là, oui, procureur. Voilà, c'est ça, en fait. Donc, il a vraiment beaucoup de choses, et comme il a continué toutes les affaires en fait, derrière, voilà, à amasser ce genre d'informations. Et vient le moment où Harvey Dent va voir Batman en disant écoute, je sens que je n'ai plus prise sur Two-Face, donc parce qu'il est comme schizophrène, et il dit je vais perdre prise, sauve-moi, amène-moi là où on s'est connus, là où on s'est rencontrés la première fois, voilà, et tout, il va faire. Batman, bien sûr, va dans cette bromance, tu l'as dit, Eric, va l'amener là-bas pour essayer de le sauver, et Double Face, pour essayer de se protéger, balance donc une émission télé où il dit si Batman arrive à m'amener là où il doit m'amener, je révélerai tous les secrets de tout le monde d'un coup sur le net, partout où vous voulez, donc plus personne n'aura de secret dans cette ville. Par contre, s'il n'y arrive pas, je vous promets de verser les 3 plus gros salaires entre guillemets des 3 plus gros vilains de Gotham à la personne qui arrêtera Batman. Donc c'est une espèce de demi-chasse à l'homme entre Batman et toute la ville de Gotham, parce qu'il y a vraiment le moindre péon qui va essayer de le choper, et toute la racaille, et tous les gros vilains un peu oubliés. En fait, on voit plein de mecs qu'on connaissait pas vraiment ou qui ont été inventés peut-être pour l'occasion, bien pété des fois. Ouais, très bien pété, ouais. Beast est juste monstrueux. KG Beast. KG Ouais, Beast, c'est vraiment génial ce. Il est russe, KGB. Et donc voilà, ils vont essayer de se lancer à sa poursuite. Donc on a un gros road trip où Batman en prend plein la gueule du début à la fin. C'est non-stop, quoi. Dès qu'il finit une baston, il s'en remet un tout petit peu. Il y en a une autre qui commence. Et on voit, en fait, c'est là où Snyder maîtrise, à mon sens, vraiment son personnage, c'est que il a toujours une sortie, en fait. C'est pas pété du tout, en fait. Il a tout prévu 15 coups à l'avance. Je vois Ketrus qui donne. Ouais, bon, ok, sur la fin, c'est quand même bien pété. Mais... Ouais, il aime pas Flash. Vas-y, continue. Donc voilà, en fait, tout est solution en permanence, la moindre idée, le moindre piège, tout est. Enfin, il y a même. On y croise aussi Duke, donc qui est le nouveau pas Robin qui accompagne Batman, acolyte. qui est toujours acolyte, qui est pas vraiment un acolyte, qui sort effectivement de l'histoire de Snyder, donc dans Endgame, avec le Joker qui revient, qui rend la ville fou et tout, complètement folle, bref. On voit ça, et donc effectivement à un moment t'as Duke qui dit à Batman putain mais il y a une partie de ton corps qui est pas piégée en fait, et donc vraiment le moindre coin de son costume contient un truc pour s'en sortir. Donc vraiment c'est complètement j'adore cet esprit Batman qui a toujours une solution, qui est ultra badass, qui arrive à se battre en permanence, même à bout de force, même en sang. Il se fait opérer en plein milieu de la campagne, il y a plein de trucs de ouf. Et à côté de ça, Snyder va encore une fois revisiter l'enfance, le passé de Batman, comme il a pu le faire sur New 52, lorsqu'il va en fait créer une romance dans l'enfance de Bruce Wayne et de Harvey Dent, alors qu'ils se sont rencontrés dans une espèce de maison de correction pour riches, on va dire, où ils se sont rencontrés sans savoir qu'ils étaient encore, et là où Harvey Dent à l'époque était... je le spoil un tout petit peu, mais voilà, c'était un gamin qui était tabassé par son père qui jouait avec une pièce quand il rentrait le soir bourré chez lui en disant pile tu vas te coucher, face on s'amuse tous les deux et je te tabasse, c'est que des trucs comme ça. Oui, mais est-ce que son grand-père faisait ça? Parce que est-ce que le Alors, père je pense que son grand-père faisait ça et que c'est une pièce qui est passée de père en fils en fait, du coup. D'accord. Parce que ça, je te spoil les CHU 5 du coup, parce qu'on en parle dedans. Mais, donc, je dis ça en termes de blague, mais en fait, merde. Pardon, c'était trop beau. Donc voilà, donc il y a vraiment une revisite en fait de la bromance Harvey Dent, Batman, Bruce Wayne, encore une fois, qui peut un peu tirer sur la longueur, qui est un peu relou si on n'est pas à fond dedans, j'ai envie de dire. Mais
tout le reste, voilà, ce road trip de Gotham à cette ancienne maison est complètement fantastique. La fin, le 5e issue est pas forcément aux attentes de ce qu'on a sur les 4 premiers en termes d'action et d'histoire pour l'avoir fini, mais c'est un truc que je conseille absolument. Enfin, moi ça m'a tiré les tripes, quoi. J'ai kiffé de ouf. Alors toi, Cutrus, fan de DC, enfin amateur de DC. Amateur, ouais, mais je suis en retard sur pas mal de choses dans DC. Et en ce qui concerne All Star Batman. Alors, le tout début, j'étais complètement perdu. Parce que il me manquait quelques références que Joseph a pu m'expliquer après, mais même au niveau du découpage, en fait, des découpages des scènes, des combats, au début je trouvais ça un peu brouillon, avec des gens, t'as l'impression qu'ils se téléportent d'un endroit à un autre. Donc bon, j'ai continué et je pense que je conseille à tout le monde de faire ça parce que après ça devient complètement fou en fait. Et de ce qu'il dit, Romita Junior, il a un style de dessin et une façon de dessiner l'action, la violence. Et t'en prends plein la gueule, ça s'arrête jamais. Genre le début d'issue 2, je crois, elle est incroyable, quoi. T'as un combat super long, tu dis c'est pas possible, et en fait ça marche super bien, quoi. Et la dualité entre Batman et Double Face, elle est excellente, quoi. Qui se baladent tout le temps ensemble, c'est fantastique. Accrochés l'un à l'autre. Ouais. Et puis le dessin de Romita, quoi, et la mise en couleur qui est incroyable. Les scènes de flashback. Les planches de flashback, elles sont à tomber par terre et franchement, je conseille. Donc si comme moi au tout début vous bloquez un peu, vous dites c'est quoi ce truc, c'est bizarre. Parce qu'effectivement, il y a pas mal de liens. Alors je te donne une minute pour essayer d'expliquer un peu le lien par rapport aux autres séries. Tu parlais d'Endgame. En fait, c'est Snyder qui a tout écrit New 52, à part les entre-arcs. Mais grosso modo, voilà, tout est là. En fait, alors, à vérifier, parce que j'ai dit tout à l'heure, mais je pense que c'est lui. Mais la pluie acide, au début, on parle de pluie acide, ça vient de Endgame et du Joker. Donc Duke, le nouveau pas acolyte de Batman, est aussi un personnage qui est tiré de Endgame parce que ses parents sont tués dans la folie meurtrière des habitants de Gotham. Donc tout part de là, en fait. Il y a une espèce de continuité, en fait, de tout ce qu'il a écrit, et c'est pour ça qu'il reprend bien, je trouve, bien son personnage et la cohérence de son scénario. Je trouve que contrairement à ce que dit Ketrus, effectivement au début j'avais l'impression de tomber au milieu d'un truc, mais en fait je trouve qu'ils ont réexpliqué. Alors c'est peut-être chiant pour quelqu'un qui a suivi comme toi parce qu'ils réexpliquent, mais pour quelqu'un comme moi ou Ketrus qui avait pas du tout suivi ce qui se passait avant, il réexplique pourquoi la pluie acide, même si c'est en une case, tu vois, il réexplique pourquoi Duke, on sait qui c'est, enfin on sait pourquoi il est là, etc. Donc ça m'a pas spécialement choqué, enfin je me suis pas senti spécialement perdu. Ouais, c'était pas un point d'arrêt Ketrus. Ouais, je parlais pas que de ça, je parlais aussi du découpage en fait de l'histoire qui était très haché, et en fait quand tu tombes là-dessus au tout début dans les premières pages, c'est un peu déconcertant. C'est vrai qu'il y a en fait des débuts de flashback 20 minutes avant, 1 heure avant, 3 heures avant, ça saute un peu dans tous les sens, en fait, qui saute. En fait, vas-y. Mais ça d'ailleurs, pour revenir là-dessus, la façon dont il l'écrit en fait dans les cases, tu sais, 22 mois avant, 2 jours avant, et même en donné il marque le kilométrage d'une route. Oui. C'est génial en fait. Ça fait graphiquement le temps et l'espace pour le coup. En fait, t'as le nombre de miles fait, t'as une première case à vide en noir et blanc. Et une autre exactement la même en couleur. Et enfin, je trouve que ça donne un aspect graphique très old movie américain. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Ouais, ça fait cinéma. Je vais pas exagérer, mais une espèce de dimension. Enfin, je vais pas dire quatrième, mais bon, une dimension en plus. Oui. Tu suis les images, la trame telle qu'elle est écrite et illustrée, mais t'as également ces petites indications qui donnent une autre façon de voir. J'ai pas envie de dire des bêtises. En fait, c'est le bam. En fait, ça donne une claque, je trouve. C'est un mélange entre le road movie pour le côté un peu émotionnel et tout, et le côté un peu comme dans Speed, le film Speed, où en fait tu suis la montre, en fait, tu vois ce qui va se passer. Adrien. Moi, ça me fait aussi pas mal penser, comme vous le racontez, alors je l'ai pas lu, mais ça me fait pas mal penser à Running Man de Stephen King, où tu vois, en fait, c'est un jeu où le mec il peut gagner en gros le plus gros prix de l'histoire des États-Unis s'il arrive à un point, c'est ça, en fait, s'il arrive à survivre. Mais et par contre, tous les autres qui peuvent l'empêcher de progresser peuvent gagner aussi. Ouais, complètement, c'est ça. Et donc voilà. Prends ton avis, Ben. Ouais. J'ai bien aimé le côté road trip, le fait que voilà, comme dit Adrien, il y a un objectif, le fait que ça s'arrête jamais dès qu'il a buté un ennemi, il se prend une flèche, dès qu'il non mais bon voilà, dès qu'il a mis hors d'état de nuire. C'est que dans les films qui tue. Un gredin. Il y en a un autre qui arrive. Non, c'était assez cool. J'ai bien aimé aussi la relation Harvey Bruce. Je dis volontairement
vraiment pas Batman et Two-Face parce que c'est Harvey Bruce avec l'enfance, etc. Tu comprends pourquoi il fait ce truc-là plutôt que de le foutre une énième fois à Arkham, pourquoi il décide d'avoir la foi en lui, d'essayer de sauver le côté Harvey de Double Face. Du coup, ça donne un enjeu. Il n'y a pas que l'enjeu action, tu vois. C'est pas genre il faut arriver à ce point-là et on a gagné. C'est pas juste une course en fait. Il y a un enjeu de se dire ok mec, t'es mon ami. Il y a un raisonnement. Voilà, même si t'es un ennemi pour moi, pour mon alter ego, t'es quand même mon ami à la base. Donc j'ai la foi, je vais essayer de te sauver. Il y a aussi un peu ce message de dire que Batman, même si il traite avec la plus grosse racaille de tout Gotham, il a toujours foi en l'humain. Tu vois, donc souvent il discute justement avec en fait, c'est ça aussi qui est cool, c'est que des fois on sait pas si c'est Two-Face ou Harvey qui parle. On se demande en fait. Tu le vois vraiment dans les cases normalement. Tu le vois, mais là où j'ai trouvé trouvé que c'était. Alors je sais pas si c'est fait exprès ou si c'est moi qui ai vu ce truc là, mais c'est que des fois la façon. Enfin, pas la façon, mais la phrase qu'il dit, ça va aussi bien à Harvey qu'à Double Face. Donc tu dis à quel moment, où est la frontière en fait. Je pense que c'est l'intérêt du perso justement que espèce de flou. Voilà, et donc du coup, au-delà de toute l'action qui est assez cool et tout ça, et je reparlerai des dessins après, mais au-delà de l'action, c'est cool de voir la relation Bruce-Harvey qui chancelle un petit peu et tu dis est-ce qu'ils vont arriver au bout, mais t'as envie d'y aller malgré le fait que ce soit un vilain. Bah tu dis ok, j'ai envie qu'on le sauve quoi. Donc voilà, donc ça c'est plutôt cool. Et donc voilà, effectivement, je vais pas redire ce qu'ils ont dit, mais Romita, la violence et tout ça, je pense que c'est ce qu'il fallait. Donc ne redis pas ce qu'ils ont dit. Moi j'aime beaucoup Romita, j'aime beaucoup Kick-Ass, le dessin de Kick-Ass, et je trouve que ça fonctionne vraiment bien avec Batman. Pas tout le temps, surtout quand c'est des personnages féminins, genre à un moment t'as deux nanas qui sont pro du poison. Enfin je connaissais pas, c'est des ennemis, c'est quand je parlais d'ennemis pétés, c'est un peu ça. Enfin c'est pas aussi pété que les deux mecs en insecte au départ, mais bon bref. Voilà. C'est Firefly. Les deux nanas qui arrivent à un moment, elles sont pas. Enfin, j'aime pas forcément comment ils dessinent les femmes, mais bon, ça c'est un goût personnel. Donc, et puis en plus, elles font pas trop. Enfin, l'action est vite zappée pour une autre raison. Mais donc voilà, ça marche pas 100% du temps, mais par exemple, avec un ennemi comme KG Beast, ça fait un peu caviste. Ça fonctionne très très bien. Il y a du sang partout, etc. Donc voilà, donc j'ai bien aimé. Attention, les flashbacks, on en a parlé. C'est vraiment à la limite de la confusion. Des fois, t'es pas forcément perdu parce qu'effectivement, comme dit Ketrus, c'est écrit en gros. Mais imbriquer un flashback dans un flashback dans un flashback, au bout d'un moment, tu fais ok, mais est-ce que ça va revenir à un moment? Est-ce qu'il va faire ça dans l'autre sens? Enfin, et il le fait à un moment dans l'autre sens. Et c'est chiant parce que c'est genre 2 heures plus tard. Et dernier pour finir sur une mauvaise note, par contre, Romita j'aime beaucoup, mais par contre il a un très 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 gros problème avec les lèvres. Alors je sais que c'est un détail. J'ai volontairement, tu mettras l'image, j'ai volontairement mis regardez-moi cette lèvre dégueulasse. On est d'accord qu'on dirait qu'il a un steak ou un bec de lièvre. Alors, regardez. il nous montre il a beaucoup trop de chair au-dessus de ses dents, ça ne fonctionne pas. Il y a bien pire dans le. Oui, mais pas forcément, parce que là c'est vraiment un truc qui sait dessiner et tu dis mais pourquoi tu mets autant de viande, c'est pas possible. Vraiment un détail dans la case, putain. Ouais, c'est clair. Ça c'est son rôle aussi. Ouais, mais une fois que tu l'as vu, tu vois plus que ça. Zef, pardon, tu voulais ajouter quelque chose? Juste pour ajouter 2 choses. En fait, c'est super intéressant dont Snyder en fait arrive à revisiter encore une fois le personnage de Two-Face qui avait été revisité sur Batman et Robin, qui était profond et tout. Donc en fait, je pense que sur les prochains All-Star, la prochaine arc il va attaquer à Freeze, il arrive vraiment, encore une fois là, à redonner en fait un personnage qui parfois pas oublié ou maltraité, ou toute une profondeur assez forte, et surtout pour un méchant en fait. C'est ça qui est fou, c'est qu'il s'accorde vraiment à donner le pouvoir au méchant en tant que tel et à lui donner du temps, et c'est ça qui est fantastique. Et Ketrus parlait des flashbacks de l'enfance entre Bruce Wayne et Harvey Dent. En fait, c'est effectivement tout lisse au niveau de la couleur en fait, parce que Romita fait un truc vraiment granuleux en fait, et là ça devient tout lisse parce que en l'occurrence il y a les encreurs, les gars qui font la couleur, en fait c'est pas Romita, lui il fait juste le dessin, et effectivement tout le côté colorisation en fait c'est 3 mecs qui bossent dessus, donc ils font un boulot aussi fantastique là-dessus quoi. Oui, il me semble qu'il y a Jordi Belair qu'on a déjà vu dans d'autres choses, et un autre nom qui justement il avait déjà travaillé avec Jordi Belair et j'ai complètement zappé, mais c'est pas grave, ce sera dans les notes de bas de page de l'émission. De bas de page, pas mal. Bien. Elle est bien. C'est peut-être sa meilleure blague, je pense. C'est même pas une blague. Depuis 64 émissions. C'est un défaut de langage et c'est pas de ma faute. Ok. Troisième comics pour cette semaine, il s'agit de Predator vs Judge Dredd vs Aliens. Voilà. C'est quelque chose qui va nous en parler. C'est donc une collaboration, si je me trompe pas. Oui, c'est une mini-série coéditée chez Dark Horse et IDW. Donc c'est John Lehman qui est au scénario, qu'on connaît pour Shoe, c'est ça, je prononce bien, Détective Shoe, qui est une super série qu'il faut absolument lire. Zef en a parlé, oui, dans l'émission il y a longtemps.
et dessiné par Chris Mooneyham, qui lui a dessiné d'autres issues sur Predator, Prometheus, ce genre de choses. Et je vais citer aussi, Adam Brown pour les covers qui sont complètement ouf. Et voilà, c'est bien de temps en temps de citer ces gens-là aussi. Ces gens-là. Non, enfin les gens qui font les covers. C'est Glenn Fabry les covers, je crois. Enfin, il me semble, c'est le mec qui fait les trucs de Preacher et tout ça. Je crois que c'est Adam Brown. Il y en a plusieurs, je crois, non? Moi, les covers que j'ai là, c'est Glenn Fabry. Hein. Ouais, Non, mais je en fait, crois pas, toi, tu regardes pas forcément. T'as pas eu d'autres covers faites au fur et à mesure pour les rééditions et des trucs comme ça? Enfin, moi, c'est les covers que j'ai, mais peut-être qu'il y a des alternates covers. Ok. On vérifiera. J'essaierai de vous mettre les alternate covers. Chacun a dessiné en fait une des créatures. Et du coup, en termes d'histoire et de scénar, En termes d'histoire et de scénar, donc on n'est pas, donc c'est une mini-série, on ne se situe pas dans un grand arc où Judge Dredd aura perdu sa moto, ce genre de choses. Et donc on commence, on commence en fait dans une forêt marécageuse au nord de Mega City One, en plein milieu des contrées radioactives, et on a un prédateur qui est en train de se faire traquer par une espèce de bande d'humanoïdes à tête d'animaux. Tu vois, un peu. Ouais, Bebop et Rocksteady, ouais. Voilà, oui, mais un peu plus là. Il du docteur Moreau, quoi. Donc, il le chope, il découvre son vaisseau, et en plus de toutes les armes sophistiquées du Predator, il tombe sur la salle de trophées où il découvre bien évidemment ce qui nous a fait kiffer à la fin de Predator 2, c'est-à-dire. Eric fait les gros yeux, il n'a jamais vu J'ai Predator. pas vu le 1. Tu l'as pas vu Predator 2 Non. Les coteaux. Eh bien, un crâne d'alien. D'accord. Tout simplement. Ok. Et alors, ces créatures d'humanoïdes le ramènent à leur maître, le docteur Moreau local qui s'appelle le docteur Reinstadt. Ouais, avec le bel accent et tout. Alors tu sais, je En croyais... plus, il a froncé les yeux quand il a T'as fait allemand T'as fait allemand Alors LV2 tu sais quoi, j'étais persuadé que ça voulait dire quelque chose, donc j'ai mis Reinstadt dans Google En fait, Translate non. et il me l'a détecté comme anglais et il me l'a mis reinstall. Je trouvais très drôle Donc ça pour un mec n'existe qui pas. manipule l'ADN et qui construit des humanoïdes à tête d'animaux. Donc ce savant fou, ce généticien fou, donc qu'est-ce qui se passe qui est un peu bizarre, qui a une tête avec 4 yeux arachnéides et un sens aigu de la dramaturgie comme on aime chez les super vilains. Et qui explique tous leurs plans en détail. Ce genre de choses. Donc il a à sa disposition un prédateur vivant, un crâne d'alien et un facehugger. Ça, je connais. T'as dit qu'il avait 4 yeux ou pas? Oui, il a 4. pardon. Non, il a dit 4 yeux, pas mais six, non il a dit 4. Il en a 4, j'ai revérifié justement. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? Les 4 moustaches. Qu'est-ce que fait un savant fou généticien avec ça sous la main? Et ben, il fait tous se rencontrer. Exactement. Il nous fait kiffer. Il nous fait kiffer. D'accord. Donc moi, je t'ai dit Predator, Alien, mais il manque le plus Judge important. Dredd. Exactement. Et bien que fait, Judge Dredd à ce moment-là, il est en train de botter des culs dans un bar, plein dans les terres désolées. Il est à la recherche d'un mec qui s'appelle Archbishop Emoji. Ça, c'est En français, ça donnerait. Alors l'archevêque émoticône. c'est ça. C'est une espèce de gourou misanthrope cybernétique avec en guise de tête un écran rond. C'est tellement bien. Où s'affiche des smileys. Ah, c'est trop cool. Donc là, je vous avoue qu'à ce moment-là de la BD, j'ai eu un petit peu peur. Ça fait penser à Fouli Couli. Mais j'ai continué. Et oh oui, il ne s'exprime qu'en langage SMS. LOL, MDR, tout ça. Rofle, Ouais, À un moment, il dit KFC, alors je sais pas. Oui, il dit KFC, il dit what the fuck KFC. C'est du langage SMS américain, on capte pas tout. Enfin, Pas tout, t'imagines l'humour de Dredd avec un méchant comme ça. Wesh ma gueule, bien ou bien au KLM. Et donc Dredd le poursuit dans la forêt marécageuse avec Judge Anderson et 2 autres juges qu'on va appeler juge Jean-Jacques et juge Jean-Michel. Jean-Jacques. Parce qu'ils ne sont pas très importants à l'histoire. Et voilà, sans trop spoiler, ils le poignavent, ils l'arrêtent et ils se font aussi arrêter par les créatures humanoïdes du docteur Reinstadt. Voilà, je vais pas en dire plus, mais on a là, ah oui, il y a Nekoto qui montre l'image de l'archbishop Emoji. Il dit lol, Avec des lol, gros rofle, lol lol. et rof. Ce mec me au-dessus. faisait penser un peu au méchant dans Tokyo Ghost, le premier méchant qui a la hacké les vache. gars en fait. Hein, Ouais, il y a un peu de vous ça. avez pas lu. Mais si. Donc voilà, je vous raconte pas plus, mais on se retrouve avec des juges capturés par un généticien fou, des hommes bêtes, une équipe de secours Predator qui vient sauver leur C'est le backup congénère, plan. de l'ADN alien, enfin un cocktail bien explosif. Et je vous en dis pas plus et je vous conseille de le lire. Zef, est-ce que toi aussi t'as grandi dans les années 80 et que en fait la pop culture que je n'ai pas, Alors, tu l'as Bah oui. Bah ouais. Je Voilà. veux dire que t'es normal. Et T'es le donc, seul. Les peines tout- qui soupirent. tout est fait pour juter lorsque tu lis ce genre de truc. Merci. Et bref, non, ça tue. En fait, faut être fan. En fait, voilà, faut être fan des 3 univers ou au moins de 2 d'entre eux pour kiffer à mort le truc. Mais il y a des scènes qui sont mythiques en fait. Enfin, la scène de rencontre entre Judge Dredd et un des Predators qui lui dit, enfin,
qui dit ouais tu commences à faire chier le mauvais mec. Enfin je sais pas, c'est tellement intense quoi. Tu t'imagines bien Stallone en train de faire chier un Predator alors que t'as Schwarzenegger qui s'est frotté à lui avant. Enfin je sais pas, moi ça m'a fait J'avoue, de ouf. j'avais pas pensé à ça. Toutes les idées que tu peux avoir sur le croisement, enfin le pré d'Alien, ça avait déjà été fait il y a un petit moment sur les films, mais voilà, tous ces croisements qu'il peut y avoir, t'as envie de les voir encore en comics et ça défonce quoi. Donc c'est du fanboyisme de ouf, mais c'est trop bien. Et toi Ben, est-ce que pareil t'as été atteint de la même en fait, je dirais même pour manie. ajouter ce que disait Zef, faut être fan de série B, je pense, ou de comics dits de série B, c'est-à-dire un peu, on se prend pas au sérieux. Parfois les dessins suivent. Là, je trouve que les dessins suivent. Je trouve que c'est un bon délire d'avoir réuni ces trois persos. Parce qu'en fait, même s'ils sont. Bon, Alien et Predator, ils ont toujours été étroitement liés, mais même s'il y a eu des crossovers par le passé, je trouve qu'en fait, c'est trois entités différentes, mais qui, en fait, quand tu les mets ensemble, ça paraît naturel, en fait. Donc voilà, je trouve. Voilà, ça fait. Je l'ai pas pris comme un. Je l'ai pas pris comme un truc très sérieux, mais ça m'a fait marrer. Il y a Archibishop Emoji, évidemment, ça fait marrer. Les mix d'animaux, les mix entre Predator et Alien. Enfin, voilà, il y a plein d'idées qui paraissent ridicules, mais c'est amusant. Donc j'ai trouvé ça assez cool. Les dessins, je m'étais dit que si c'était vraiment un dessin pourri, ça allait vraiment être une souffrance. Et en fait, j'ai mis du temps à m'habituer, mais en fait, je trouve qu'il a un dessin vachement années 80. Qui donc va bien avec les personnages, qui fait un peu dégueulasse. C'est un bien grand mot, mais j'aurais dit c'est un sous-Miller, c'est-à-dire il a un style comme Miller, c'est-à-dire un peu crado, genre je sais pas dessiner alors qu'en fait je sais dessiner, tu vois, au terme des proportions et tout ça, ça fonctionne. Donc voilà, je sais pas s'il a été choisi exprès pour dire voilà, on va essayer de mettre un truc un peu années 80 pour coller au truc, au thème, mais ça fonctionne très bien. Et par contre, je suis désolé Ketrus, j'ai vérifié, c'est bien Glenn Fabry qui fait les couves. Et en fait c'est le gars, je l'ai noté, enfin ça m'a sauté aux yeux parce que c'est le gars qui fait les couves de Preacher. J'en avais parlé quand on avait parlé de Preacher, que je trouve juste super belles quoi. Elles sont colorées mais même en noir et blanc c'est hyper beau. Donc voilà, donc c'est franchement, je sais pas, t'as dit combien il y avait d'issues, je sais pas. 4 normalement. En tout Ouais, donc voilà. c'est vraiment facile. Faites-vous ça, c'est rigolo, c'est une bonne tranche. Ketrus, tu vas ajouter quelque chose? Ouais, parce qu'en fait, c'est vrai que la façon de le dire, ça paraît assez simple comme histoire, mais il y a un découpage en fait, même avec quelques flashbacks où on découvre des trucs un peu sympas. Et tous les personnages sont utilisés, même l'archevêque émoticône. et en fait, c'est fait assez intelligemment en fait. Il relance l'histoire même. Il relance l'histoire à la fin, au milieu de l'issue 3, je crois. À la fin du 2 ou au début du 3 en tout cas. Et tu t'y attends pas, tu t'attends vraiment à un truc simpliste et ça l'est pas tant que ça, mais c'est vraiment défoulant en fait. Et puis, même, défoulante. Même si Predator il parle pas notre langue donc on sait pas ce qu'il dit et Alien il parle pas, on a et qui du coup sont à fond dans ils sont à fond dans l'action. T'as Judge Dredd qui a vraiment les punchlines où il récite le code civil, où il dit vous êtes machin. Enfin, c'est trop bien quoi. Alors, j'ai une question pour vous et deux remarques. La première, vous disiez que c'était pas forcément accessible si on n'était pas fan. Moi, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, je ne connais que Aliens. Franchement, j'ai réussi à apprécier, à comprendre. Bon, il y a des choses que j'ai pas compris quant à la morphologie des Predators et des Dread, machin. Ça marche quand même. C'est pas tant pour apprécier, c'est juste que tu prends encore plus de plaisir en fait à connaître. Oui, parce que tu revois. Oui, c'est évident ça. Et deuxième, mais ça reste un problème. Deuxième chose, vous parlez des années 80. Alors, je ne sais pas comment décrire ça visuellement, et je pense qu'Adrien pourra peut-être m'aider. Vous savez les bars très fluo, les bars. Les néons, exactement. Oh là là, merci Adrien pour ton CAP électricité. Oui, bravo. Même son BEP c'est chili. Oui, tu sais, allume comment tu dis. Tu sais le truc, la lumière, voilà. Tu sais le truc en l'air dans le ciel, le soleil. Voilà. Dans tous les comics, enfin dans tous les numéros, vous avez des illustrations assez sympas justement avec donc les trois personnages, enfin en tout cas 3 des personnages principaux. Et des néons donc. Avec des néons, et je trouve ça super stylé, vous savez, avec un petit. C'est pas vraiment des néons, c'est plus des trucs électroniques. Enfin, attends, je viens d'apprendre un mot là. Non mais tu sais, c'est comme les ordinateurs qui étaient tout en vert avant. Oui. Là c'est en orange. C'est ça que je voulais parler. Mais et troisième chose, on parlait de. Il est en roue libre. Oui. Quelqu'un peut nous expliquer pourquoi il arrête pas de dire. On lit les comics en anglais. Pourquoi Judge Dredd arrête pas de dire creep? Comme pour moi Robocop. Lequel est venu en premier? Est-ce que Judge Dredd est avant? Creep, c'est comme Scum. Ouais, mais ça fait trop penser à Robocop en fait. Je pensais qu'il y en avait un qui avait pompé sur l'autre et non. Non, par contre ils disent un truc. Peut-être que Zef. Je pense que c'est la génération. Peut-être que Zef ou Ketrus savent ça, qui connaissent un peu Judge Dredd. Ils disent pas fuck. Drac. Ouais. Et donc c'est juste un fuck comme. C'est comme frag dans. Ok, d'accord. Ok, merci pour ces petits éclaircissements. Savoir qui est le meilleur, c'est Vasquez. Les vrais reconnaîtront. Celui qui fait le poulet.
Ok, merci. Mais on va pas rester sur cette blague. On va donc transitionner lentement pour dire que, comme d'habitude, vous pouvez nous faire vos remarques sur les réseaux sociaux, nous donner vos avis et même nous faire vos propres recommandations sur ce qu'on pourrait chroniquer ici. Twitter, Facebook, Instagram, blablabla. On se retrouve dans un tout petit instant après cette petite page de pub pour la deuxième partie de l'émission. Oh là là, qu'est-ce qu'il est bien fait ce film. Je me demande bien comment ils peuvent faire ça. Eh dis donc Giboite, si tu veux tout savoir, écoute, y a plus de péloche, y a tout sur Cinoche et le monde de l'audiovisuel, avec des super chroniques, des super discussions et des super invités Giboite. Oh là là, et Maël, où est-ce qu'on peut entendre ça? Une fois par mois sur Radio Kawa Giboite. Allez Marcel, au studio. Y a plus de péloche, le podcast sur le monde de l'audiovisuel. Présenté par Maël et Giboite. Une fois par mois. Sur Radio Kawa. De retour dans cette 64e émission. C'est ma première faute en 40 minutes. J'ai une question. Oui, Zef. Pour la 69, on fera un truc ou pas? Allez, 64e émission de Comics Outcast, toujours entouré de chroniqueurs que j'ai nommé au début. Donc si vous savez pas qui c'est, vous revenez au début. Et Adrien, le réalisateur, pour la deuxième partie de l'émission. Nous allons passer au focus. Le focus, nous ou une personne de l'équipe choisit un auteur, un groupe d'auteurs, une bande dessinée en particulier qu'il a particulièrement appréciée et dont il veut partager son appréciation devant tout le monde. Cette semaine, c'est Quetrus qui a choisi Doggy Bags. C'est pas de Marvel ou de DC, c'est d'un Français. Comics à emporter. C'est ça, ça Exactement, c'est de la production française. C'est l'éditeur Ankama qui a fait ça. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Oui, alors le projet a été le projet a été initié par Ron, qui est un auteur français de BD qui a fait Moutafoukaz, pour ceux qui connaissent, et ceux qui connaissent pas, allez-y, c'est vraiment super beau. Donc chez Ankama Édition et dans la collection Label 619, qui est aussi fondée par Ron. Qui propose donc des choses un peu différentes de ce qu'on peut voir dans Ankama. Donc Ankama à la base c'était tout ce qui était Dofus et compagnie, puis après ils ont créé une maison d'édition, ce genre de choses. C'est une grosse boîte lilloise qui brasse du fric de ouf et qui fait des trucs pas mal. Oui, qui fait des trucs plutôt pas mal, on est bien d'accord. Donc avant d'expliquer exactement ce que c'est, je vais vous lire ce que je vous avais fait suivre pour un peu illustrer ce que c'est Doggy Bag, parce que je trouve que ça a été bien écrit. Je pense que c'est Ankama qui a donné ça. Donc plus brutal qu'un coup de fusil à pompe en pleine tête et plus vicieux qu'un arrachage de dents à la pince Monseigneur, Doggy Bag est un hommage aux pulps et aux comics d'horreur des années 50 qui ne fait pas dans la dentelle. Les chromes rugissent, les calibres crachent et l'hémoglobine coule à flot dans la joie et la mauvaise humeur. Sortez vos petits sacs pour toutou parce qu'il va y avoir de la viande arabe. On voit, c'est vrai que ça donne bien le ton. Ouais, ça donne bien le ton. Donc qu'est-ce que c'est? Alors qu'est-ce que c'est? C'est un recueil de BD, alors certes française d'horreur et d'aventure pulp. Le premier est paru en 2011 et ça s'arrêtera en 2017 au bout de 13 numéros. Donc très très prochainement. Exactement, le dernier sort le 8 février. Ah oui, donc vraiment prochainement. Ouais. Ils sont en retard parce qu'ils l'avaient annoncé pour novembre 2016 je crois à la base. Mais, ah ouais, donc il y a vraiment pas longtemps. Non, vraiment pas longtemps. J'arrête. Et donc, comme on l'a entendu dans l'intro, c'est inspiré des comics pour adultes des années 50. Tous ces comics-là, après la guerre, qui ont un peu conduit à tout ce qui était 4e dimension, Conte de la crypte, etc. Ce genre de style d'horreur irrévérencieux, avec du sexe, qui se moque des religions, ce genre de choses. Et qui avait d'ailleurs pas mal défrayé la chronique aux USA. Ça a même conduit, pour la petite histoire, à la création du Comics Code Authority. Bien sûr. Le fameux... Le C... dont on parlera bientôt. Ah. Arrêtez avec les femmes à poil et le sang. Exactement, c'est pas bien. Vous avez cette voix-là. Donc, il définissait des règles de bienséance et les comics qui remplissaient ces critères pouvaient poser le fameux sceau CCA sur leur couverture. Je peux vous donner quelques petites règles. Alors, toute représentation de violence excessive et de sexualité est interdite. Le bien doit toujours triompher du mal. Les publicités pour le tabac, l'alcool, les armes, les posters, les cartes postales de pin-up dénudées sont interdites dans les comics books, etc. etc. Et pas d'attaque envers les groupes raciaux ou religieux. C'est ce qui est un peu... Surtout pas que les forces de l'ordre soient tournées en ridicule. Ça, c'était trop fort. Bah, évidemment. En fait, c'est la bienséance, mais en vénère. C'est ça. C'est la bienséance. C'est insupportable. Oui, ce qui a donné... beaucoup de comics qu'on lit encore aujourd'hui, quoi. D'accord. Mais genre Mon Petit Poney par exemple. Et du coup
Tellement. Ça rentre tout à fait dans ce Tellement cadre. bien. On va le laisser finir. Et du coup, Ron se dit un peu nostalgique de ce genre de comics. En fait, il explique dans l'édito du premier numéro qu'il aimait bien lire les BD pour adultes qu'il trouvait chez ses parents, etc. Ce genre de choses. Et il avait donc cette nostalgie. Donc il s'est dit, bah moi je vais le faire. Et en plus, il se moque aussi du code, du Comics Code, parce que tu peux trouver sur chaque couverture de Doggy Bag un petit label qui est marqué Disapproved by the Comics Code Authority. Donc voilà, Doggy Bag s'adresse à un public adulte et averti, et et ne propose que des romans d'horreur classiques jusqu'au récit bien gore, avec un petit peu de sexe et de femmes à poil dedans pour ceux qui aiment, mais pas tant que ça en fait. Oui, ça va, ça reste. C'est pas porno, quoi. Oui, parce qu'en fait, c'est toujours fait sous un ton un peu ironique, comme la littérature de genre ou les films de genre qu'on a là-dessus, les Slayers, ce genre de choses. Donc pour illustrer, quoi. Comment ça se présente ? Ça se présente, tu as toujours 3 récits complets, originaux dans Doggy Bag. Donc, tu as toujours 3 BD faites par... Alors des auteurs qui reviennent, on en parlera tout à l'heure, et des dessinateurs qui reviennent, mais souvent ça change un peu tout le temps. Et après, tu as différentes choses qui viennent s'ajouter à ça. Et pour moi, ce qui est un des trucs les plus importants, c'est pas les histoires. Les histoires sont bien et ce genre de choses, mais en fait, Doggy Bag, c'est un univers. C'est une espèce de choses que tu lis pas juste les histoires, en fait. Tu lis du début à la fin, tu apprécies la maquette, tu apprécies ce qui rajoute. Tous les encarts, c'est un état voilà. d'esprit, exactement. Ouais, tous les encarts, toutes les fausses pubs. Ouais, voilà. Par exemple, tu as des fausses pubs qui sont toujours avant chaque récit et qui sont en rapport avec le récit ou le thème donné au Doggy Bag, au recueil en lui-même. Donc tu peux commander vraiment, tu as une vraie adresse pour commander la vraie poupée vaudou haïtienne fabriquée en Chine. Ou alors tu as une phrase comme « Hey gamin, tu veux vraiment peser dans le game ? Tu deviens un vrai caïd et commande ton véritable couteau papillon. » Ou ce genre de truc. Ou la vraie pâte de lapin véritable pour $7 qui rapporte 2 fois plus de chances que la concurrence. Voilà. Alors c'est souvent bichromie, vous voyez, un peu comme dans les anciens magazines. Alors je pense, vu le style que je reconnais, je pense que c'est Ron qui fait tout ça. Et il a une patte graphique incroyable. C'est en plus d'être un illustrateur, un dessinateur et un scénariste vraiment doué, il est très bon graphiquement. Enfin, je sais pas ce que t'en penses, Nekoto. Si, c'est ouf. En fait, moi, alors, pour être très honnête, je les ai lus. Je les ai trouvés par terre sur internet. Tombé d'un camion numérique. Pour l'émission, j'ai pas eu le temps de me le procurer. Voilà. Et en fait, c'est assez fou, c'est qu'en voyant le scan, tu t'imagines le papier que c'est. T'imagines l'impression, t'imagines la qualité d'impression, t'imagines le traité des couleurs, etc. Et pas forcément pour un œil un peu plus averti comme le mien qui travaille dedans, mais mais non, mais c'est justement, je suis en train de dire que c'est pour n'importe qui. En fait, ça fonctionne vraiment bien et tu te rends compte que c'est pas juste un truc imprimé sur un papier glacé basique. Il y a vraiment un travail sur le produit fini, en fait, et c'est très intéressant. Exactement. Oui, pardon, merci Ben. Donc je continue. En fait, je vais juste détailler un peu les choses en plus qu'il y a que les récits dans les Doggy Bag, et après je parlerai de quelques récits que moi j'ai aimés parce que je pourrais pas tous les citer et tous vous les raconter. Parce qu'il y a 13 volumes, du coup ça en fait un paquet si... x3, ça fait entre 10 et 57. Alors, il y a aussi ce qu'ils appellent les Doggy Bags, le saviez-vous ? Vous savez, ça fait un peu penser au truc qu'il y avait dans les Reader Digest, mais c'était pas drôle dans les Reader Digest, et là, c'est vraiment cool. C'est quelque chose qui vient apporter, pareil, un petit complément d'information après un récit qu'on a lu. Ça peut être des faits historiques, ça peut être l'origine de telle croyance ou superstition, de telle légende. Pour vous donner un petit exemple, dans le 10, on apprend la naissance de la photographie post-mortem et que The Death is a Bitch, avec plein de faits divers malchanceux. Où on a aussi, dans le 8, 4 portraits de véritables purs cannibales. Enfin, vous voyez un peu l'ambiance. Mais ce qui est rigolo, c'est que c'est vraiment intéressant. On apprend des choses, quoi. Alors après, qui répond un peu à le saviez-vous, on a les dossiers de Doggy Bag, et eux sont plus longs et peuvent s'enchaîner sur tout le recueil, pardon. Par exemple, dans le 8, on a un dossier complet sur le serial killer cannibale Jeffrey Dahmer, qui s'inspire d'un des récits, justement, et on peut dire c'est marrant, c'est drôle, tout ça. Et en fait, non, ça donne plein d'infos sur cette histoire. Et on a même, par exemple, tu vois, les véritables enregistrements 911 relatifs au fait qu'on a lu et ce genre de choses. Donc, tu vas beaucoup plus loin que le récit. Ben, non, mais pour parler des Le saviez-vous, il y en a un qui m'a fait mourir de rire. C'est dans la 3e histoire du premier tome, qui se passe dans un truc genre le Texas ou le Tennessee, enfin je sais pas. Un truc hyper aride avec des vautours et tout. T'as une action de ouf, en pleine action, mais vraiment en pleine action. C'est-à-dire, il y a un mec qui va tirer, il tire, et genre tu tournes la page, et la page d'après, c'est genre limite page de plus, c'est le saviez-vous, nos amis les vautours, et il te raconte toute la life des vautours, et juste après tu tournes la page, et c'est relaxation, c'est bon, ça continue quoi, comme s'il y avait eu un encart de 10 secondes. Et
c'est drôle. En plus, t'apprends des trucs sur les vautours et c'est bien dessiné et ça m'a surpris. J'ai fait mais putain, c'est tellement, j'ai éclaté de rire. Oh chérie, tu savais que les vautours étaient des charognards qui avaient un cou plus long pour fouiller dans les carcasses. Voilà. Donc, tu vois, en fait, mais c'est marrant, mais c'est vraiment. C'est ouf. Moi, j'ai rigolé. C'est comme une petite friandise en fait en plus quoi. Tu veux vraiment lire ces trucs là quoi, tu vois. Tu peux apprendre par exemple que la citadelle de Kunlun à Hong Kong, elle abritait 50 000 habitants sur 0,026 km², ce qui en faisait le quartier le plus densément peuplé au monde. C'est ça qui est ouf, c'est que c'est pas juste un recueil ou un truc où ils ont condensé une anthologie ou quoi. C'est vraiment un travail de magazine en fait. C'est exactement ce que je veux dire. Il doit y avoir des vraies conférences de rédaction entre eux en disant bon bah le thème ça va être ça, toi tu nous fais ça. Et puis il y a vraiment se distribuer le travail. Comme disait Cutrus tout à l'heure, il y a vraiment un amour pour ce genre et du coup ils ont vraiment envie de faire plaisir aux lecteurs. Il n'y a pas que les histoires, il y a des trucs qui entourent. C'est t'as aimé cette histoire, tu peux trouver il parle d'une arme, il parle de serial killer ou quoi. Et il y a même un truc qui m'a fait rigoler, et encore plus quand il a parlé de la Comic Code Authority, c'est que juste avant chaque histoire, t'as un portrait du dessinateur ou de l'artiste qui va illustrer, qui en fait pose avec des guns, avec des machettes ou quoi. C'est gratuit. Mais oui, mais c'est vraiment pour se foutre de la gueule. C'est il faut pas d'armes, la Comic Code a dit il faut pas d'armes. Bon, mais des armes. C'est hyper drôle quoi. C'est vraiment très drôle. Voilà, et pour terminer avec les petits goodies en plus, dans les derniers numéros, alors je sais plus, je pourrais pas vous dire exactement à partir duquel, ils ont aussi mis ce qu'ils appellent les récits courts d'exploitation, qui sont en fait des nouvelles écrites sans illustration, enfin en tout cas sans dessin. C'est très sympa aussi, ça a aussi de l'horreur, c'est aussi du fantastique. Ça change un petit peu quoi. Ça change un petit peu, ouais, c'est ça. Et un truc en plus aussi qu'on peut apprécier, c'est des petits goodies sous forme de poster. Il y a un poster détachable dans chaque numéro et de temps en temps on a des stickers aussi qui rajoutent une petite pointe, tu vois, la Pif Gadget. Ça fait un peu Picsou Magazine. Exactement, mais j'en parlerai. Mais c'est pas cheap. Non, au contraire. Si tu veux, moi je compare un peu ça justement à Pif Gadget ou tu vois Picsou Magazine. C'est la petite Madeleine de Proust. C'est le truc que tu attendais, tu sais, toutes les semaines ou tous les jours. Et dès que tu l'as, tu le prends, tu vas t'installer dans ton lit, tu vas lire le truc. Et là, en fait, c'est pareil. Sauf que maintenant, tu le fais, tu fermes la lumière, tu prends un whisky et puis tu Zef, toi, t'es familier avec Doggy Bags également ou pas? Non, je connaissais pas du tout en fait. J'ai appris, enfin j'ai connu le truc quand Ketrus l'a proposé et en fait je regrette le côté Pif Magazine. En fait c'est le truc que j'avais quand j'étais gamin et en fait je regrette de ouf de pas avoir eu des trucs comme ça quand j'étais gosse à lire en fait. Ouais. Bon, c'est violent et tout, mais en fait aujourd'hui quand je vois l'objet, parce qu'effectivement je trouvais pas sur le net, je savais pas exactement à quoi m'attendre, donc maintenant que je vois l'objet, je suis complètement fan du truc et j'ai envie de les avoir pour moi quoi. Je vais complètement tout prendre. C'est un très bel objet. C'est un objet de ouf. Puis ouais, c'est vraiment les Weird Tales de l'époque. C'est tout est fait pour te faire un petit effet années 80. C'est parfait quoi. Visuellement ça claque, les couvertures sont de bonne qualité, l'intérieur a ce petit, comme disait Nikoto, ce petit côté papier un peu pas épais, feuille de cigarette de l'époque. Enfin, tous les petits goodies que tu as, le poster, c'est un truc que j'ai envie de collectionner quoi. Genre, tu vois, c'est vraiment excellent et les histoires ne sont vraiment pas en reste quoi. Genre, tu te laisses bouffer par le truc, tu te rends même pas compte que tu as fini un tome entier à la fin, t'as envie de la revoir la suite. Je sais même pas comment tu pourrais. Enfin, c'est vraiment. Reposer ça. Non mais c'est ouf en fait. Tu finis. Je sais même pas comment tu peux impatienter pour le prochain en fait quand tu dois attendre ça en fait quand ça sort pas tous les mois quoi. L'alcool pour oublier. C'est pas bien de boire. Je sais plus c'est quoi le message officiel mais c'est pas bien de boire. C'est combien le prix d'un album, c'est combien? Je crois que c'est 13,90 un truc comme ça. Ah, donc c'est super abordable comparé à des TPB US. Enfin en VO pour les comics dont on parle ici. Ben. Ouais non en fait je vais juste laisser Ketrus dire ce qu'il aimait bien et je le ferai après, mais juste avant qu'il dise ça je voulais parler surtout de un truc qui m'a surpris, à part les dessins qui m'ont vraiment claqué à la gueule tellement ils sont beaux, c'est la verve, c'est-à-dire c'est écrit comme vraiment les vrais bons films écrits, les tirades à la Tarantino, enfin les vrais, bon là en l'occurrence c'est en français donc c'est pas en VO, enfin c'est pas en anglais, mais c'est pas juste des gros mots, c'est pas juste des bonnes. Enfin, il y a des punchlines, j'en ai noté une parce que c'est ma préférée de tout le tome 1. C'est genre, t'as une meuf qui est braquée par des gars et il lui dit bouge pas, sinon je te fais, je te fais des trous de verre façon physique quantique que t'imagines même pas les raccourcis que le vent va prendre. Que les raccourcis, prendront les courants d'air. Et le pire, c'est pas ça, c'est la punchline qu'il y a juste après où t'as le flic qui le regarde, son collègue qui le regarde, il fait t'es sérieux avec ta punchline de merde? Non mais c'est trop, en fait c'est vraiment, enfin voilà, enfin il y a aussi l'histoire du flic, enfin vas-y, dis tes préférés, je dirais, mais c'est tout le temps en fait. Alors du coup, là on est sur une 60aine d'histoires.
Non, attends, 13 x 3, une 39, trentaine d'histoires. Ouais. Ça n'a laissez-moi pas changé les tranquille. mathématiques Je compte depuis presque ça. aussi bien que Récits, Zef. plus les petites nouvelles. Ouais. Donc voilà, on monte à 40 à peu près. Et parmi ça, Et alors, c'est pas Avec les petites nouvelles, 40, parfait. Ouais, C'est génial. C'est pas évident d'en trouver. Juste donner quelques auteurs et dessinateurs qui reviennent assez régulièrement. Ça change beaucoup, mais tu retrouves Run à peu près à chaque numéro, que ce soit au scénario ou au dessin. T'as Valérie Mangin, pour ceux qui connaissent, elle a écrit Le Fléau des Dieux, et elle bosse avec Denis Bajram, dont elle est la femme d'ailleurs. Denis Bajram, c'est Universal War 1, War 2. T'as Florent Maudou, lui il a fait Freak Skill aussi chez Ankama, c'est un putain de dessinateur. Je crois que c'est la tira dont tu as le truc un peu manga, ça vient de là. Ah, putain, c'est le mec qui on a l'impression qu'il dessine du Nicky Larson. Ouais, c'est ça. C'est vraiment envie, putain. Il y a Guillaume Saint-Gelin, alors putain. lui je le trouve génial, il a fait King David et The Grossery. Alors The Grossery je vous le conseille aussi. C'est un tueur. C'est énorme. Toute première histoire du tome 1 et tu te manges une barre direct en fait. Tu fais ok, c'est dessiné, c'est quand même bien dessiné quand même. Et t'as aussi Asteda qui, alors lui, de ce que j'ai vu, il a fait que du scénario sur Doggy Bag, mais lui, pareil, il écrit super bien, ses histoires sont toujours bien faites et à suivre quoi. Alors, je vais sélectionner. Je peux oui, bien évidemment, bien sûr. Je vais sélectionner quelques histoires. C'est pas évident parce que moi, je les aime quasiment toutes. Par exemple, il y en a très peu que j'ai pas aimé. Mais alors, par exemple, il y en a des marrantes. Il y a le Patriot Act dans le Doggy Bag 9 qui est écrit par Run et dessiné par Philippe Auger. Alors, l'histoire, elle prend place dans un parc d'attractions au Texas qui permet aux gens de revivre les grandes périodes de l'histoire américaine. Mais les figurants, c'est des zombies. Par exemple, l'attraction Little Big Horn, elle permet à environ 20 à 40 personnes d'aller massacrer l'Indien zombie en toute morale. Ou alors, tu peux revivre l'assassinat de Kennedy, où c'est un zombie qui est dans la voiture. Oh, mais putain, Ou revivre la grande inondation de la Nouvelle-Orléans en 2002, parce que c'est fun, tu vois. Ah oui, parce que c'est super récent, parce que ça a commencé quand en 2011, c'est ça? Ouais. Oh là là, c'est atroce. Et bien sûr, je vous raconte pas ce qui se passe, mais ça part complètement en cacahuète. Alors, justement, le Doggy Bag 9, il a fait tellement un tollé, ça a tellement bien marché qu'ils ont continué une histoire, et je crois que c'est Patriot Act, justement, qu'ils ont continué dans un suivant. Dans le Doggy Bag 8, je crois, qui est dédié à l'Amérique du Sud, il y a l'histoire Soledad, qui est écrite par Noélie Pravia et qui est dessinée par Le Egara, bizarre à dire. Donc c'est l'histoire d'une jeune femme nicaraguayenne, tout à fait normale, mais qui se fait assassiner par des connards. Et elle se fait ressusciter par un cadero, un chien mystérieux et démoniaque, c'est une légende nicaraguayenne, qui va lui permettre de se venger. Le dessin est complètement ouf, magnifique, très dark, et une histoire haletante sur un fond de superstition et d'horreur. Je recommande. De toute façon, achetez le Doggy Bag 8, il est fou. On va tous les acheter. Pareil, dans le Doggy Bag 8, il y a To Serve and Protect. J'en ai parlé tout à l'heure, donc c'est écrit par El Diablo et dessiné par Ludovic Cheno. Cheno aussi, très bon dessinateur. C'est inspiré d'une histoire vraie du serial killer Jeffrey Dahmer, cannibale, qui est resté très très longtemps en activité, dont la police américaine a eu du mal à arrêter. Alors ça se passe dans un quartier populaire de Milwaukee, et il y a deux jeunes femmes noires qui trouvent un asiatique nu, ensanglanté et titubant. Au début, moi quand j'ai lu, je crois que c'était un zombie, mais c'est pas ça. Elles appellent la police, et peu de temps après, il y a le supposé petit ami de la victime qui arrive, donc Dahmer, le serial killer, et s'ensuit un imbroglio avec entre la victime, les jeunes femmes, la police et le tueur. Et je vous raconte pas la suite, mais c'est un superbe récit, et en fait qui montre comment le racisme, l'homophobie et l'ignorance ont pu conduire à laisser en liberté un des pires serial killers dans les USA. C'est très bien dessiné, je conseille. Et encore deux et j'arrête. Souci. Dans Doggy Bag 10, alors c'est Motor City, écrit par Valérie Mangin justement et dessiné par Thomas Rouzière. Donc c'est à Détroit, dans un futur proche, après une grosse faillite, deuxième grosse faillite de la ville. La ville est séparée en deux, avec d'un côté un ghetto un peu fantôme où il n'y a plus grand monde, où il reste que des gosses affamés et une espèce de gang bizarre qui s'appelle les Squelettes ou quelque chose comme ça. Et de l'autre côté, on a un quartier un peu plus protégé, miteux quand même, où il y a des espèces de néo-bobos qui essaie de faire un nouveau Détroit, tu vois, un nouveau centre artistique qui veut jouer un peu, tu vois, sur la fibre. C'est un peu démodé, c'est désuet, mais vous comprenez, c'est top, tout ça. Et donc, il y a un photographe un peu tendance, lui qui prend des photos gore et qui les vend après à prix d'or, qui essaie d'arnaquer des enfants qui arrivent d'ailleurs de l'autre quartier pour des photoshocks. Il se passe des choses, les enfants se laissent pas faire. Et c'est encore un très bon récit, surtout basé sur une critique de notre société, une critique un peu acerbe, de lutte des classes aussi, entre guillemets. Et je recommande aussi. Et le dernier que j'ai sélectionné, qui s'appelle Geronimo, celui-là c'est dans le Doggy Bag 4, écrit par Ron et dessiné par Saint-Gelin.
Donc là, c'est l'histoire des Navy Seals qui prirent d'assaut la résidence de Ben Laden et le tueur. Ok. Mais on apprend que ça s'est pas vraiment passé comme les médias l'ont pu le raconter et voilà. T'en dis pas plus. Complètement d'actualité. Mais non, mais je pense qu'il va falloir que je me les fasse tous. Non, mais en fait, là, il les a apportés, je les reprends chez moi, là. Tu vois, tout ça, là. Ah bon? Parce qu'on s'était mis d'accord. Bras de fer. Moitié, non? Ah, ok, chaud. Non, moi, je suis matérialiste, il faut que je le possède. Ben. Oui, non, en fait, je voulais juste rajouter que au niveau des. On a parlé des dessins, juste les féliciter parce que de ce que j'ai lu, en tout cas, j'ai l'impression que c'est assez homogène dans toute la série. En fait, c'est impeccable. C'est-à-dire que le dessinateur choisi, il a un style, ça fonctionne très bien avec l'histoire et le thème, etc. Genre Run qui dessine dans le premier tome un truc qui s'appelle Mort ou Vif avec un flic américain, tu sais, les flics comme dans Chips, là, ceux qu'on les casques ronds, voilà. Enfin, il a un style un peu crado, mais en même temps, tu vois que c'est vraiment très bien gratté. Enfin, c'est pas juste j'ai dessiné à l'arrache, c'est vraiment très très beau. Et voilà, en fait. Il n'y a jamais une case qui déconne, contrairement à des trucs qu'on peut lire où on se dit, tu vois, Romita, on se dit, ah, c'est sympa, mais là, il a un peu déconné. Voilà. Moi, pour l'instant, j'ai rien eu à dire. J'ai dit, c'est vraiment, je sais pas combien de temps ils ont mis pour faire ça. Ça se trouve, ils ont plus de temps qu'un truc qui est ongoing, tu vois. C'est peut-être la différence entre un truc américain où justement ils font ça à la chaîne. Peut-être. Et peut-être le détail, la passion, voilà. n'y est pas. Alors oui, parce que là, c'est un truc quasiment indé, etc. Hein. C'est possible, ouais. Et aussi, je voulais parler du découpage, qui en fait est par case aussi, mais c'est pas forcément 3 cases par ligne, puis en dessous. Enfin, tu vois, c'est pas le truc. Le découpage fixe. Voilà, souvent c'est d'ailleurs, enfin en tout cas de ce que j'ai lu, c'est t'as une case qui prend toute la largeur de la page et t'as 4 cases comme ça qui sont l'une au-dessus de l'autre. Et en fait c'est cool parce que ça fait qu'améliorer l'action et ça laisse place vraiment à l'illustration. C'est-à-dire que c'est pas, il y a peut-être moins de découpage image par image comme dans des cadrages de cinéma si tu veux, mais c'est juste en fait, moi je suis là, je suis resté sur des pages pendant 5 minutes en me disant putain mais c'est vraiment beau. Après je vois un truc, je fais ah mais attends et je repars de quelques pages. Enfin vraiment apprécier vraiment le dessin, la globalité de ce voilà, qu'ils ont c'est fait. vraiment très très beau. Et je voulais juste demander à Ketrus pourquoi ça s'est arrêté. Enfin, pourquoi ça s'arrête. Alors, ça s'arrête, Ron, de ce qu'il dit, c'est qu'il ne veut pas. Lui, il trouve que c'est la formule ronronne un peu trop. Tu vois, ça marche, ça roule. Et en fait, lui, c'est pas trop ce qu'il voulait pour Doggy Bag. Il voulait quelque chose qui se renouvelle tout le temps, etc. Bon, c'est son choix. Ils arrêtent au numéro 13 parce que voilà, c'est symbolique. Moi, je suis hyper triste que ça s'arrête parce que là, depuis, je sais pas, le numéro. Ils sont tous bien, hein, mais depuis le numéro 8, 9, tu vois, par là, je trouve que le nombre de pages, les découpages, d'avoir maintenant des nouvelles en plus dedans, des plus gros dossiers avec encore plus d'illustrations, je trouvais que la formule, elle est parfaite, quoi. Enfin, okay. Mais il dit qu'il va. Qu'il va faire autre chose. En fait, il a déjà commencé comme on peut dire, une autre collection dans Doggy Bag qui s'appelle Doggy Bag Présente, qui en fait donne la part belle à un artiste, à un auteur. Et il en a déjà sorti un qui s'appelle Doggy Bag Présente Neyef. Neyef, c'est aussi un illustrateur que vous avez dans Doggy Bag. Je vous le conseille, il est très très beau. C'est la même maquette en fait, c'est à peu près le même découpage. C'est pas du Doggy Bag parce que voilà, c'est juste pour un auteur. Mais voilà, je pense qu'il faut suivre le label 619, il faut suivre Run sur ce qu'il fait et pas le louper quoi. Zef, tu voulais ajouter quelque chose ? Ouais, en fait, Nekoto félicitait le dessin. Moi, je veux juste mettre un gros coup sur la narration qui est juste parfaite en fait. Parce que sur les mecs, une histoire, ça va faire environ 28 ou 30 pages. Et en fait, ils arrivent à faire toute une histoire vraiment complète, profonde, et en quelques cases, te faire accepter des nouveaux concepts que tu pouvais même pas imaginer dans l'histoire parce que ça paraissait très, très, très terre à terre. Sur le premier tome, je prends l'histoire de la nana là, qui se bat avec son bébé. Tout est normal, bon la nana voilà, elle est ultra badass, elle arrive à frapper 15 gars en même temps, machin et tout, c'est juste une ninja, et à un moment en fait elle se bat contre une nana qui a un tatouage, et en fait en 2 cases tu comprends et elle explique et tu intègres le concept, et c'est complètement normal dans l'histoire que le tatouage prend vie et se bat avec le mec en fait. Et en fait c'est pas bizarre quoi. C'est pas bizarre en fait, et la narration est à ce point bien faite en fait que ça glisse, c'est complètement cohérent du début à la fin, et c'est surtout super agréable et what the fuck parfait quoi. Genre c'est complètement. Ouais, ça commence comme un truc policier tout à fait ordinaire, ouais, voilà. Une nana qui s'échappe et puis après ça part dans un truc ésotérique magique, magie, ésotérisme et tout, et ça fonctionne complètement quoi. Et même sur le truc du flic de Toxon là, le côté un peu chips. En fait, la narration se retourne complètement sur la fin où tu penses que tu vas suivre en fait le flic qui arrête un méchant. Et en fait, tout se retourne complètement. Ça prend vraiment une autre direction. Et pareil, l'histoire en fait te le fait accepter complètement. En fait, ça te guide complètement du début à la fin. Et c'est vraiment génial.
Petrus, pour conclure. Ouais, parce que ce que je trouve assez génial avec Doggy Bag, c'est que au-delà de l'hommage assez évident aux comics donc des années 50 et donc aux comics normales, on sent qu'en fait c'est un espèce de mélange, un métissage entre ce que tu peux avoir de la culture comics, alors pas forcément Marvel d'ici, mais tout ce qui est un peu dans la frange, quoi. Ouais. Et le style européen, quoi. Et en fait c'est même le manga, hein, ouais, même le manga dans le 12e dans le Doggy Bag 12 que je vous conseille aussi. Et ça c'est super enthousiasmant, quoi. Parce que c'est deux cultures qu'on aime et qui sont, et le mélange est parfait, quoi. Le métissage est parfait. Alors petite question, justement, tu parlais de mélange, métissage de culture, tout ça. Est-ce qu'ils ont essayé de s'exporter ailleurs qu'en Belgique et en Suisse? Je sais pas du tout. Je sais qu'il y avait un numéro où quand ils l'ont préparé, ils étaient aux États-Unis, dans je sais plus quels locaux d'ailleurs, je me rappelle pas. Après, je sais pas s'ils ont essayé de s'exporter. Ça ressemble tellement à un truc que Dark Horse pourrait éditer, mais vraiment. Un peu, ouais, dans la frange friche. Ouais, enfin même pas. Franchement, ils ont plein de trucs qui ressemblent pas forcément. Oui, un peu, ouais, très original, quoi. Ouais, des trucs qui ressemblent un peu à Indé, quoi, tu vois. Le numéro 8 que tu décrivais avec tous les trucs sur les événements catastrophiques des États-Unis, à mon avis, ça ne passera pas, même avec les gens les plus virulents. Merci pour cette présentation. Franchement, je pense que déjà, tu as séduit pas mal de gens ici autour de la table, et il y a moyen que vous aussi, auditeurs, vous soyez. Ah non, il y en a 7. Merde. Non, mais je vais passer à Poum Papoum à Paris, tout ça. Et du coup, si c'est le cas, n'hésitez pas à nous le dire sur les réseaux sociaux, genre que grâce à Queutrus, vous avez autre chose à lire. Que tu voulais ajouter quelque chose, pardon? Ouais, il y a eu des recueils de faits, des Doggy Bags. Moi, je les conseille pas, comme disait Zef la dernière fois dans l'émission de rentrée. C'est que comme on aime les issues pour les comics normaux et on aime bien tout savoir pour les couvertures, là, il faut pas prendre d'intégrale, il faut prendre chaque numéro un par un. Et c'est en cartonné, j'imagine aussi? Ouais. Donc c'est du coup, évidemment, vous trouvez ça dans votre bonne crèmerie. Sinon, vous pouvez les commander. Dans votre bonne crèmerie. C'est bien, fait vivre les librairies. Il n'y en a plus beaucoup, les mecs. Merci pour cette présentation. Donc, on se retrouve tout de suite après cette petite page de plus pour la dernière partie de l'émission. Vous aimez les émissions produites par Radio Kawa et vous aimeriez pouvoir nous donner un petit coup de pouce? Rendez-vous sur patreon.com/radiokawa et devenez mécène de nos émissions en public, de notre nouveau matériel et de bien d'autres projets visant à améliorer le Radio Kawa que vous connaissez et que vous aimez. Radio Kawa ne touche aucun revenu publicitaire, alors à vous de jouer sur patreon.com/radiokawa. De retour pour la dernière partie de cette 64e émission de Comics Sidecast. Petite tranche de news, on va faire le... Enfin, une tranche de news, petite tranche du beurre et de la confiture. J'allais faire la même blague. Tranche de news, s'il vous plaît. Et... On a fait la même blague tous les trois, mais nous c'était mieux. Zaf et moi c'était mieux. Ouais. Et donc, mes chroniqueurs ont fait le tour d'actualité pour vous dénicher les trucs qui leur a semblé les plus intéressants et je vais les juger. Donc, première personne à s'y coller, c'est Ben. Qu'est-ce que t'as trouvé dans la presse, sur Internet, sur Twitter, les réseaux sociaux, tout ça? Alors, je n'ai pas Internet. Non, c'est faux. Donc, justement, sur Internet, figure-toi, sur Twitter. Je me figure. Je suis Cullen Bunn, qui est le scénariste de Harrow County, dont je vous parle sans cesse depuis des millénaires, qui en fait a tweeté, c'est pas ma news, mais c'est un petit bonus, tu vois, le contexte. qui a tweeté hier, qui a dit les gars, je vais lâcher la purée dans la semaine, tenez-vous prêts. Genre, il va lancer une grosse news, donc je sais pas ce que c'est, mais je suis méga prêt. Donc voilà, ça c'était pour dire ça. Et il lui répond en fait, mec, je suis prêt, je suis méga chaud. Non mais je suis prêt. En 140 caractères. Cullen Bunn qui participe à un comics Marvel dont le premier vient de sortir, et c'est ça ma news, la news qui me fait bander, qui s'appelle Monsters Unleashed. Bien sûr. Qui donc en gros techniquement, donc c'est écrit par Cullen Bunn. Il a mis un petit smiley curve. Par qui? Ouais, par Cullen Bunn. D'accord, le mec parce que juste que c'est 7 fois que tu le dis. Et c'est dessiné par Steve McNiven, avec évidemment une alternative cover par Mac Mignola, donc c'est forcément bien. Exactement. Et donc juste le principe, c'est tous les gars de Marvel, plein de gars de Marvel font équipe pour buter des gros monstres qui sortent d'une météorite. Putain, je veux pas spoiler, mais en fait, dans un des trucs là récents. Oui, donc ne spoile pas. Il lance le truc et c'est ouf en fait. Quand tu vois le truc, tu fais mais what? Mais juste des super-héros qui font équipe pour buter des gros monstres, juste c'est voilà. Est-ce que c'est canon? Est-ce que c'est canonique? Ah oui, bien sûr. Bah, ah oui, ok. Oui, je pense que ça va être canonique. Oui, en fait, en gros, le pitch c'est il y a une météorite qui s'écrase et il y a des monstres. Voilà. Et donc voilà, et donc vu que c'est Cullen Bunn qui est au scénar, c'est forcément bien, surtout quand il y a des histoires de monstres.
J'aime bien ces préjugés. Je le chroniquerai, tu verras bien. On verra bien. Bon. Zef, qu'as-tu pu... Moi j'ai 2 mini-news. Une que j'ai préparée avant parce que j'ai pas eu le temps de les préparer correctement. Hein. Allez mec, le travail. Ouais, mais j'ai lu le focus. Et merci Joe. Et donc non, je regarde pas la série Gotham, mais Adrien Larousé, c'est assis à côté de moi pendant que je mangeais mon McDo tout à l'heure, il m'a susurré à l'oreille. Ça m'a beaucoup excité et du coup, il m'a susurré en plus des choses sur Harley Quinn qui serait éventuellement dans la saison 3 de Gotham. Alors. Mais qui regarde ? Alors moi, je demande. Coup, je vais regarder. Ah d'accord. C'est ça, oui, c'est ma news. Je vais regarder Gotham. Bon alors, good news everyone. C'était. Zef regarde Gotham. C'était pas des news perso, je pensais. Non, mais sérieusement. Donc apparemment, ce serait le cas. Et le mindfuck que je kifferais de ouf, c'est que ce serait la meuf de Gordon dans la série, qui s'appelle Barbara Keane. Tu l'as ou pas ? Ouais. Queen, tu l'as ou pas ? Ah, et Barbara de Barbara Gordon en plus. Voilà. Donc apparemment, voilà, ça me fait juste marrer. Et je kiffe pas du tout Gotham à la base, mais je vais juste reprendre la saison pour ça. Je trollais un peu en plus parce que je sais que Adrien aime bien et donc du coup c'était pour le faire chier. Mais vraiment, s'il y a des gens qui suivent vraiment Gotham, comme par exemple moi je suis Flash, c'est avec autant de ferveur, dites-nous parce que ça m'intéresse. Est-ce qu'il faut vraiment s'y mettre ou pas parce que moi, ça me tente pas tous et toutes vos lumières à minuit 3 le vendredi 3 février. On vous reconnaîtra. On saura vos. Et toi, Ketrus, qu'est-ce que tu aurais déniché à droite et à gauche et au centre ? Mais t'avais pas une deuxième news ? Ouais, mais apparemment, Eric, on s'en fout. Non, mais on fait dans l'ordre. On mélange. C'est bon, c'est une anthologie de news. On n'avait pas obligé de les faire à la suite. Anthologie news. Des news d'avant. mais juste en gros. Regroupés pour votre plus grand plaisir. Remis au goût du jour. Mais quand même des news. Ketrus peut pas parler, Iboud. Non, j'ai plus envie là. C'est fou, il nous a illuminé avec Doggy Bags. Exactement, et là je vais vous illuminer avec encore un truc de ouf en 2017, attention. C'est l'adaptation, c'est bon, j'ai assez dans phase. Là, il y a de L'adaptation du roman de Neil Gaiman, American Neil Gaiman, Gods. on kiffe. Alors déjà, je savais qu'il allait sortir en série, qu'il va sortir en avril sur la chaîne Stars, que je ne connais pas. Ah, bonne chaîne. C'est la chaîne de Black Sails par exemple, très bien. Ouais. Et de Dreadful. Mais il sort aussi en comics. Chez Dark Horse et ça sortira le 15 mars 2017. Alors ça va être en 3 arcs pour 27 numéros au total, donc sous la direction de Neil Gaiman et Craig Russell pour le scénario et de Scott Hampton pour le dessin. Et voilà, ça va commencer. Je sais pas, vous connaissez pas American Gods peut-être? De nom, mais si tu veux un petit peu expliquer pour les auditeurs qui ne connaîtraient pas. Alors en fait, ça commence par Ombre, en anglais c'est Shadow, il s'appelle, je crois, Shadow, qui sort de prison et qui découvre que sa femme est morte. Bah zut. Complètement brisé. Eh bien, on va découvrir cette série. Complètement brisé, suicidaire, et il se tue, et voilà, c'est fini. Non, il rencontre un certain monsieur Wednesday, voyageur en français. Je le dis les deux parce que ça se trouve des gens. Wednesday, c'est mercredi par contre en anglais. Oui, parce que c'est un mercredi qu'il le rencontre. Ah, c'est pas voyageur, ok. Et ce voyageur est en fait un dieu qui lui propose un emploi de garde du corps, voilà. Et après toute l'aventure, sur une aventure un peu, il y a des fantômes, tout ça dans l'Amérique, et surtout sur histoire américaine parce que c'est la guerre entre les nouveaux et les anciens dieux. Oui, donc les anciens dieux, Odin, tout ça, les dieux indiens contre les nouveaux dieux, les dieux d'Internet, voilà, Twitter, les dieux de la consommation et du sexe, ce genre de choses. Non, mais vraiment, Ronald McDonald. Attention, on est combien ? On est le 18, c'est ça ? Ouais. Exactement. Nous enregistrons jusqu'au 15 mars pour lire ce roman absolument fabuleux. Ah, parce que si on n'a pas lu le jour où ça sort, on est niqué. Non, vous êtes niqué, faut le lire. On explose. En fait, c'est Netflix à l'envers. Les épisodes sont déjà passés le jour où t'as déjà regardé. Tu peux plus. C'est fini. C'est trop tard. Putain, j'ai mal à la tête. Faut que je débinge. Le bouquin disparaîtra. D'ailleurs, vous serez interrogé. Du coup, donc là, on a 3 médias. Donc le roman original, une série télévisée et des comics. Est-ce que l'un adapte proprement, enfin tu sais pas encore pour la série j'imagine, mais et encore moins pour le comics, donc ma question n'a pas de sens. Non mais donc, en plus écoute, t'as Neil Gaiman qui est sur les deux projets, donc non mais je pense qu'il va gérer le truc de ouf en fait. C'est tellement sûr que les éditeurs et les magasins comme la Fnac et tout, ils vont ressortir American Gods en livre quand le comics va sortir. Alors ça, c'est obligé. Détrompe-toi, c'est pas automatique. Il y en a qui sont pas toujours, enfin une série ça ou un film. Vu la plupart font l'effort d'essayer de faire attention, mais il y en a qui ratent totalement le coche. Il y a une série qui sort, le truc est adapté, il sort 6 mois plus tard. C'était mal formulé quand j'ai dit la Fnac. C'est vu les éditeurs. Voilà, vu le buzz que ça fait, ils vont forcément rééditer le bouquin avec une belle couverture. Et c'est là que je dis que c'est pas toujours automatique. Ok, mais beaucoup y pensent, mais c'est pas. De toute façon, il est réédité régulièrement. Oui, de toute façon, c'est un best-seller. C'est un prix Hugo. C'est un auteur de ouf. Si vous avez jamais lu Neil Gaiman, il faut complètement plonger dans ses romans, quoi. C'est un tueur, ce gars.
En effet. Quelqu'un d'autre a quelque chose à ajouter à part juste des... Moi j'avais une petite news pécuniaire. Vas-y, de l'argent. Spider-Man. Oui. Spider-Man Amazing Fantasy 15. Daniel, si tu nous écoutes, tu l'as lu quand tu étais vivant. Première apparition de Spider-Man. Oui. Attends, il faut que je ponctue toutes tes demi-phrases. Non. Pas... Amazing Fantasy 15, première apparition de Spider-Man. Conservé, alors je ne connaissais pas cette unité de mesure, conservé en CGC 9.2, c'est-à-dire c'est un level de conservation absolument. Je pense que c'est sur 10. Alors, tu vois en fait, bien, hein. pour info, le 9.2 est sorti en 2016. Avant, c'était justement jusqu'en 9.1 seulement. Putain. Tu sais, je commence à le croire parce que je me dis que c'est un mec soigneux, tu vois, qui a des pochettes en plastique sur ses comics, donc je commence à l'écouter. Je me dis, tiens, il a peut-être. Non, en fait, c'est de la merde. Ça équivaut à combien de bouillas à peu près? Oh, bah 9 bouillas, virgule 2. Ça, je comprends. Donc, bref, le 0,2, c'est bouh. Il a été vendu. Devinez combien de dollars? 9 millions. À peu près dans les $460,000. Putain, il est fort. Parce qu'il a vu ton ordinateur. Non, j'ai mis ma main, j'ai vu que le smiley cœur. $460,000 pour un exemplaire de la première apparition de Spider-Man. Ça va? Il y a des gens qui ont de l'argent à dépenser. Oula, tu fais aux Pardon, je suis énervé. Est-ce que tu sais qui l'a acquis? Pas du tout. Est-ce que c'est Nicolas Cage? Ça aurait pu, mais non. Non. Nicolas Cage qui est donc acquis le numéro 1 de Superman, enfin en tout cas Action Comics. Qui a donné toute sa bibliothèque, sa comixothèque, on peut dire, à la bibliothèque de New York, je crois. Ce qui est complètement dingue. Comme quoi vous voyez que le comics est un marché... C'est un objet culturel américain, donc par logique, c'est important pour Après, eux, on sait pas si le mec est un amateur de ouf ou si il veut le revendre. Oui. Zef. C'est peut-être un média qu'il ne faut pas garder en cage. C'est vrai. Oh, c'est beau ce que tu dis. Comme l'a dit Nicolas. Oh, d'accord. C'était une blague à tiroir, donc. Zef. Nicolas Tesla. Ok. Tu sais pas qui. Putain, mais merde. T'avais une autre news, Zef? Oui, j'avais une autre news. Vas-y, go. L'autre demi. On a parlé à l'épisode de Noël avec. Enfin, Ketrus en a parlé, le Versus System, donc qui est un jeu de cartes. Lequel j'ai toujours envie de jouer avec vous, mais. Ouais, donc là, j'ai acheté perso l'extension. Encore des news sur toi, tu donnes là? Non, on a dit des news! Je pensais, hein. Donc là, faut que j'achète du PQ et de la sauce tomate en rentrant. Je suis célibataire, j'ai 35 ans et Oh le mec! Bref, je plaisante. Du coup, non, je disais juste qu'en fait, ils ont sorti c'est pour aussi rebondir sur la news Alien. En fait, ils ont sorti une deuxième extension Alien il n'y a pas très longtemps sur ce truc-là. Donc, si vous jouez à ça, plongez sur l'extension Alien 1 et 2 qui sont très bien, qui sont vraiment très bien. C'est un très bon jeu, c'est dynamique, c'est super cool, je kiffe de ouf. Voilà. Ils ont sorti aussi une extension Alien sur Legendary et ça défonce parce que tu peux jouer la Mother Queen. En espérant que donc ces petites informations vous aura peut-être éveillé votre curiosité pour vous renseigner donc sur tout ce dont on a parlé ce jour. C'est donc la fin de cette émission. Mama. Oh mais non. Il bouge son cou là, genre à droite à gauche comme ça. Oh là, c'est solo. Bref, Comics Cast, émission Radio Kawa, blablabla. Non, il est pas corporate. Comics Cast. Ah, putain. Comics Outcast est une émission Radio Kawa que vous pouvez écouter sur le site de Radio Kawa, radiokawa.com. Le gars est un déchet. Culture, c'est .com. Arrêtez. Rubrique culture et art. Pour retrouver donc toutes les informations dont nous avons parlé aujourd'hui, les comics et les comics, parce qu'on n'a pas parlé d'autre chose aujourd'hui, et les news éventuellement si j'arrive à avoir le temps de faire ça. Rendez-vous dans 2 semaines, le lundi 6 février 2017. Ah, j'ai donné la date. L'année, pardon. Oh là là, je Donc tu sais que le mec il est dans un 3. Tu avais raison. Il est dans des sables mouvants et il essaie de se sortir avec une corde qui elle-même est en sable mouvant. Donc il essaie de lire le prompteur. J'ai les mains grasses. Tu le vois pas. Il y a le prompteur au-dessus de toi. C'est ça. Mais il n'y a pas le truc à Vous nous parlez jamais d'Eric dans les commentaires. Dites-nous si vous aimez bien. Ah non, s'il vous plaît, je détesterais ça. On va dire au revoir. On va dire au revoir aux personnes qui sont avec nous ce soir. On va dire au revoir à Zef. Au revoir Eric. À bientôt. À bientôt Eric. Bonne lecture et tout. À la prochaine, ça me fait super plaisir de participer à ton émission, j'adore ça. Je te kiffe. T'es bien, t'es un bien Eric. Je te kiffe, merci. On va dire au revoir à Ketrus. Au revoir. Attends, tu l'as fait un peu à la Sarkozy là. Un petit peu. Au revoir monsieur Fafana. Au revoir. Oui, mais il voit pas les épaules. On voit pas les épaules à la radio mec. Et on va dire au revoir à Ben. Oui, c'est Ben. Bah chacun son homme politique. Merde. Et au revoir au réalisateur absolument. qui a dû subir donc tout ça.
T'as repris Raffarin? Non, mais il croyait que j'avais fait Raffarin. Ah oui, C'est non, dur Raffarin. Le yes needs the no. Non, the yes need the no. Non, oui. non, The yes, the no. Non, mais moi je suis pas très drôle. Non. Oh là là. Si, mais différemment. Twitter, oh là là. Merci Twitter, Facebook pour nous dire à quel point nos blagues sont pourries et surtout celles de Zef. Et rendez-vous à bientôt. Oh, le salaud. À bientôt. Bye bye. Oh, le salaud. Oh, le salaud. On voit pas ce que je fais. La 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 la. C'est la musique de quoi c'est déjà? Marvel Capcom 3. Ouais. Tu vas changer quand il y aura le nouveau Marvel ou pas? Mais tu m'étonnes. Mais les gens ils vont être déboussolés. Sauf si c'est de la merde. Pourquoi t'as jamais mis la musique de c'est pas de la Injustice vu qu'il t'a fait un Parce que jeu vidéo? t'as déjà entendu la musique d'Injustice dans les jeux de. Non, j'aime J'ai pas. entendu la musique de jeux de combat dans les trucs de Netherlands. Ah oui, il y en a non. une, mais elle est complètement Pas hachée. de musique dans ces jeux. C'est Ouais. quoi la merde? Si, il y a la musique, forcément. mais elle est pas bien. Y a pas de musique Non, dans mais Injustice? C'est pas une Non, c'est il y en a musique pas. d'ambiance, plus une vraie musique en fait. C'est juste une ambiance de fond de merde en fait. Bah déjà que le jeu est pourri. Comme Flash.